Bonsoir, bienvenue au Cercle Aristote. Ce soir, nous recevons Océa Sylvain Tiger, qui est ici avec nous pour nous présenter sa dernière lettre économique sur la chute du billet vert en 2023, qui serait inévitable selon vous. Alors, Sylvain Tiger, vous êtes entrepreneur, investisseur, vous avez travaillé en salle de marché, vous avez développé une spécialité en finance numérique et en trading algorithmique. Vous m'interrompez si je me trompe et si vous avez des choses à rajouter. C'est ça. Alors oui, j'étais analyste de marché du coup chez DailyFX FXCM et j'ai ensuite travaillé pour une boîte qui faisait du trading algorithmique, toujours dans la section analyse et recherche. D'accord. Je crois aussi que pendant le confinement en 2020, vous avez créé deux sociétés, une société en investissement immobilier et une autre une entreprise de formation en finance numérique. Voilà, vous êtes un hyperactif. Vous avez aussi, alors vous avez cette lettre, donc cette lettre économique que vous envoyez à vos abonnés. Hein. C'est ça. Et vous avez aussi une émission qui s'appelle Les Incorruptibles avec Olivier Delamarche sur YouTube. C'est ça. Je crois que c'est à peu près. Est-ce que j'oublie quelque chose? Eh ben écoutez, non, tout est bon. 2023, c'est une grosse année qui nous attend sur les incorruptibles. On a beaucoup de boulot, hein, parce que vu tout ce qui se passe au niveau macro, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on puisse présenter aussi à la communauté, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent de parcours très différents. On a des chefs d'entreprise, on a des gens qui sont salariés, mais tout le monde a un point commun au sein de cette communauté, de cette audience, c'est qu'on cherche tous des solutions pour protéger notre épargne et pour préparer le futur, hein, parce qu'on a aujourd'hui un âge de la retraite qui a été décalé et qui, selon moi et selon nous, continuera à être décalé dans le mauvais sens. Et toute l'idée est là, en fait, c'est de préparer le futur aujourd'hui, quand on en a encore les moyens et quand la monnaie vaut encore quelque chose, pour pas se retrouver sans rien demain, en fait. Alors, vous allez nous présenter cette lettre en détail. Hein. Comme c'est un document assez technique, moi j'aurais souhaité, avec Maëlys, que vous nous exposiez rapidement qu'est-ce que c'est qu'un phénomène inflationniste, qu'est-ce que c'est qu'une récession et la spécificité du phénomène qu'on vit aujourd'hui. Voilà, parce qu'on va parler beaucoup des États-Unis sur le sujet de votre lettre. Et après, il faudra peut-être faire peut-être la spécificité du phénomène inflationniste américain par rapport à ce qui se passe en Europe. Ouais, alors, pour reprendre du coup le début de votre question, donc l'inflation, c'est tout simplement, et il faut rester simple, hein, c'est la perte de valeur de la monnaie chaque année. Donc, chaque année, la monnaie qu'on a en portefeuille perd de la valeur, et le but en fait de tout investisseur ou même de tout épargnant devrait être de compenser cette perte de valeur, parce que c'est une perte de pouvoir d'achat direct. Je vous donne un exemple, vous gagnez 30 000 euros de salaire net après impôt par an, et l'inflation est de 2%, vous perdez chaque année 600 euros. Voilà, 600 euros de pouvoir d'achat d'une année à l'autre, alors que sur votre compte, vous avez toujours 30 000 euros. Le souci qu'on a en fait aujourd'hui et qu'on n'avait pas forcément il y a quelques temps, c'est que pendant longtemps en zone euro, l'inflation était très basse, voire même négative, voire certains même la qualifieraient de négative en fait. Hein. On avait une déflation. Et aujourd'hui, à cause de tout un tas de facteurs dont on a parlé et on pourra en rediscuter aujourd'hui, on a à nouveau une période inflationniste en Europe. C'est juste que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. On ne sait plus du tout comment la gérer. On la gère d'ailleurs aujourd'hui très mal. Et aujourd'hui, tous les épargnants, toutes les personnes, à mon avis, qui nous écoutent, nous, vous, on est tous confrontés au même problème qui est, on a de l'euro en compte, hein, sur nos comptes courants. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'aujourd'hui, ça perd entre 5, 6, 7, 8%, 8% sur l'année, en fait, hein, parce qu'il y a une inflation, on perd du pouvoir d'achat, il faut qu'on puisse se protéger de tout ça. Pour la deuxième partie de votre question, donc concernant du coup la récession, qu'est-ce qu'une récession? Bon, c'est très simple. Pareil, il ne faut pas trop intellectualiser des choses qui peuvent rester au final très simples. Une récession, c'est une perte de pouvoir, je dirais, oui, c'est ça, c'est une baisse des dépenses des ménages, et donc du coup, c'est une baisse du PIB, du produit intérieur brut des États, pour faire très simple. En gros, l'État gagne moins d'argent, moins de revenus, parce que les gens dépensent moins, parce que les gens ont moins d'argent, et c'est un espèce de cercle non vertueux qui s'auto-perpétue. Après, c'est normal, hein, il y a des cycles économiques, des cycles de croissance, stagnation, maturité, puis ensuite de décroissance. On est dans un cycle aujourd'hui de décroissance, notamment en Europe, un peu plus fort peut-être que dans d'autres régions du monde. Et tout le défi pour nous aujourd'hui, en tant que Français, hein, c'est de comprendre ça. Déjà, c'est de comprendre ce qui se passe autour de nous pour ensuite mettre les actions en place pour essayer de se protéger.
Oui, alors c'est un phénomène quand même qui est assez spécifiquement Mmh. occidental, hein, je dirais de façon générale. Si on prend l'Europe, les États-Unis, je ne sais Mmh. pas si on peut inclure l'Australie, bon. Est-ce que, avant peut-être, oui, de détailler cette lettre, Mmh. quel est est-ce qu'il y a j'imagine quand même des points communs assez majeurs entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, hein, Oui. sur. Alors, ce qu'il faut aussi prendre vraiment en compte, c'est que cette inflation, elle est pas elle est pas non plus seulement occidentale, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, tous les pays aujourd'hui sont touchés parce que cette inflation, elle prend racine dans la crise Covid, hein. On a si vous voulez, cette inflation, il y a plusieurs types d'inflation. On peut pas dire l'inflation est là et donc c'est à cause de ça. Si vous voulez, il y a plusieurs types d'inflation. Il peut y avoir l'inflation par la consommation, c'est-à-dire que vous avez un pays en croissance, les entreprises gagnent de plus en plus d'argent, elles payent mieux leurs salariés, les salariés ont plus d'argent aussi à dépenser, ils achètent plus de services, et puis ça auto-alimente la hausse des prix. Ça, c'est une très bonne inflation, enfin c'est le genre d'inflation, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est les bons problèmes à gérer. Nous, aujourd'hui, on n'a pas une inflation par la croissance de la dépense des ménages, parce qu'il y a beaucoup plus d'industrie, parce qu'il y a beaucoup plus de services, parce qu'il y a beaucoup plus d'exportations et plus de revenus du coup en France, on a une inflation qui a été créée par une disruption, je dirais une perturbation des chaînes logistiques mondiales. C'est-à-dire qu'en gros, la Chine avait appliqué une politique zéro Covid, elle a fermé entièrement son pays. On a beaucoup de produits dont nous, en fait, on est 100% dépendant de la Chine, qui n'ont pas pu être qui n'ont pas pu être acheminés vers nous en Europe et notamment en France. Et du coup, vu qu'on a moins de produits, mais qu'on a la même demande, c'est-à-dire on a tous envie d'acheter la même chose, les prix ont mécaniquement augmenté. Et c'est une inflation qui est plutôt due à ça, une perturbation, je dirais, des chaînes logistiques. Ça, c'est pour les causes entre guillemets profondes de cette inflation. Ce à quoi votre ami Olivier Delamarche ajouterait, pour lui, c'est un phénomène de création monétaire, principalement. Ah oui, alors après, c'est vrai qu'il y a aussi deux écoles là-dessus. Il y en a qui vont vous dire qu'en fait, créer de la monnaie, ça n'a pas d'impact inflationniste sur l'économie réelle. Alors pourquoi? Parce que en fait, le gros argument des gens qui vous disent vous pouvez imprimer de la monnaie, dans tous les cas, ça fera pas monter le prix de votre beurre quand vous irez faire vos courses, c'est que c'est une inflation monétaire qui reste dans le système financier. Sauf que c'est faux parce que il y a un effet forcément de ruissellement au bout d'un moment, c'est-à-dire que vous créez de la monnaie, cet argent, il finit in fine par redescendre dans l'économie réelle, c'est juste qu'il ne le fait pas instantanément. Souvent, ce que les gens ont tendance à penser, c'est que quand vous imprimez de l'argent, imaginons qu'on en imprime là aujourd'hui en janvier, le 11 janvier 2023, on va avoir tendance à imaginer dans notre tête, c'est bon, on a injecté 200 milliards, 200 milliards d'euros, on a créé 200 nouveaux milliards d'euros, et automatiquement, le prix des pâtes va augmenter dans les 2 semaines pour nous. Ce qui est faux, en fait, l'inflation met du temps à redescendre dans l'économie réelle. Ça peut mettre plusieurs mois, voire plusieurs années, en fait. Et c'est surtout ça. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une situation qu'on a créée, ou en tout cas dont on a été peut-être parfois victime pendant la crise Covid, donc 2020. 2020, on imprime de l'argent aux alentours d'avril-mai, et aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Enfin, déjà, fin 2021, on a morflé. On devrait continuer à prendre une couche en 2023, parce que c'est pas terminé. Et si vous voulez, toute la question, tout le débat est là, c'est qu'est-ce que vont faire les banques centrales, et c'est pour ça aussi qu'on a pondu un papier sur le billet vert, qu'est-ce que vont faire les banques centrales en 2023 pour stopper l'inflation? Donc on en arrive à votre papier. Mmh. Alors visiblement, il y a un projet américain pour stopper Mmh. l'inflation, d'après ce que j'ai compris. Bon, c'est quand même très Mmh. technique pour moi, mais donc Mmh. il y a un vrai projet comment dire, d'intervention. Ouais. Avant que vous commenciez à nous parler de ce papier, est-ce que je ne vois pas le début de ce projet-là en Europe ou en Alors, vous France? avez tout Peut-être à que fait je. raison. Ouais, vous avez tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs pourquoi, enfin, c'est la raison pour laquelle on a titré le dollar devrait baisser en 2023. Alors, il faut bien comprendre ce titre et il faut bien comprendre l'information derrière. Ce qu'on a envie de dire, c'est que si vous analysez de façon factuelle la zone économique européenne et la zone économique américaine, en fait, il n'y a pas photo. Les États-Unis sont dans de meilleures dispositions que l'Europe. Preuve en est, il y a beaucoup d'entreprises européennes aujourd'hui qui délocalisent, qui ferment en fait en Europe. Hein. Il y a le cas d'entreprises allemandes qui ferment en Allemagne, qui délocalisent aux États-Unis parce que le coût de l'énergie est moins cher. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, le panorama économique américain est meilleur que celui qui est actuellement en cours en Europe. Deuxième chose, les États-Unis ont monté leur taux directeur beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que nous, ce qu'on a fait en Europe. Nous, on est aux alentours de 2,5 au niveau de la Banque Centrale Européenne. Les États-Unis sont aux alentours de 4,5. Ça veut dire quoi? En fait, les taux directeurs d'une banque centrale, c'est le coût de l'argent. Okay, donc, quand vous avez une banque centrale, vous prenez n'importe quelle banque centrale dans le monde, et si le taux, c'est par exemple 12, le taux de refinancement de cette banque centrale, ou directeur, il est 12%,
Ça veut dire globalement que les banques, elles vont se financer auprès de la Banque centrale à 12% et qu'elles vont vous prêter l'argent à, je dis une bêtise, 14, 15, 16, 17%. Ça dépend du type de crédit que vous prenez. Okay, donc, plus les taux directeurs sont élevés, plus l'argent va coûter cher. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je vous donne un exemple concret. Quand on avait des taux directeurs de la Banque centrale européenne à 0%, bah, vous aviez vos crédits IMO à 1, 1,2, 1,3%. Aujourd'hui, les taux centraux de la BCE sont aux alentours de 2,5%. Vous avez vos crédits immobiliers qui vont coûter 3%, 3,5%, peut-être même 4% pour certains dossiers. Mais voilà. Pourquoi on est passé de 1 à 3, voire 4? C'est parce que en fait, la BCE, elle vous prête l'argent, elle prête l'argent aux banques non plus à 0, mais à 2,5 minimum, d'accord? Et donc, les taux des banques centrales, du coup, ont monté plus fortement aux États-Unis qu'en Europe. Alors, maintenant, il faut comprendre une chose. Pourquoi est-ce qu'on monte des taux? Ça, c'est un concept aussi important à comprendre. On veut rendre l'argent cher quand on veut justement stopper l'inflation. Parce que plus l'argent est bon marché, plus je peux en emprunter, et donc plus j'en emprunte, plus j'en crée, et plus j'en crée, plus je dévalue la monnaie. D'accord? Donc ça, c'est pas grave. On peut faire ça quand on n'a pas beaucoup d'inflation. Quand j'ai beaucoup d'inflation, j'ai moins intérêt à créer de monnaie parce que la monnaie se dévalue déjà beaucoup, ou alors soit elle se dévalue pas beaucoup, mais les prix et services montent trop. Et donc, vu que les prix et services montent trop, si en plus je crée de la nouvelle monnaie, les gens qui veulent acheter son paquet de pâtes qui coûtait 2 euros, qui coûte 4, si je crée de la monnaie, il va devoir dépenser 6 pour acheter le même paquet de pâtes. Je peux pas me permettre. Donc, je suis obligé de monter les taux, de siffler un peu la fin de partie. D'accord? L'argent n'est plus gratuit, il va coûter de l'argent. Et du coup, qui est-ce qui pourra emprunter? Soit les ménages qui ont de hauts revenus, donc une belle capacité d'emprunt, soit les entreprises les plus solides, celles qui ont les meilleures garanties financières, celles qui n'ont pas de levier, en fait, ou très peu de levier. Les entreprises rentables, en fait. Et c'est pareil pour les particuliers qu'on va appeler rentables, c'est-à-dire les particuliers qui ont de bons revenus et pas une grosse capacité, enfin pas de gros endettement. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont tapé plus vite, plus fort que nous, et c'est aussi pour ça, en fait, et j'en discutais avec un ami qui s'appelle Alexandre Lohmann, vous l'avez reçu assez souvent au Cercle Aristote, si je dis pas de bêtises, on en parlait encore aujourd'hui. Le fait que les États-Unis aient été le meilleur élève relativement à l'Europe fait que les États-Unis seront les premiers à être le plus prompts à se calmer sur la hausse de taux par rapport à l'Europe. L'année dernière, on a eu une baisse de l'euro face au dollar d'à peu près 20%. Ok, parce que les États-Unis ont monté agressivement leur taux. Nous, on a essayé de suivre. On est à 2,5, ils sont à 4,5. Et si on regarde bien les différents scénarios pour cette année, sans trop non plus faire de Madame Irma, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous avez une inflation en Europe qui est élevée, elle est en moyenne de 9,5. Vous avez sur Trading Economics, vous avez les chiffres. En Europe, elle est en moyenne de 9,5. Aux États-Unis, l'inflation, elle est à 7. Je vais même vérifier tout de suite. Elle est à 7,2 si je dis pas de bêtises. 7,1, voilà. Bon, déjà, vous avez un delta. Vous avez un delta de 2,1. Donc, on a 2,1% officiellement d'inflation en plus en Europe qu'aux États-Unis. Après, c'est à cause de la crise énergétique, etc. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Les États-Unis qui sont à 4,5, soit cette année, en fait, ils se calment sur la hausse de taux, soit ils gardent leur taux à 4,5. Sauf que nous, en Europe, soit on reste à 2,5, soit on monte nos taux. Mais il y a plus de chances qu'on monte nos taux qu'on les garde stables. Et eux, ils ont plus de chances de garder leur taux stable, voire de les baisser, parce qu'ils ont commencé à taper leur plafond de verre. Ils avaient un objectif de hausse de taux aux alentours de 5, 5,10. On est à 4,50. Donc, il y a très peu de marge encore de hausse de taux. Alors que nous, on est à 2,5. Il y a encore de l'espace. Et donc, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a opté pour ce scénario qui est très court terme. Alors, attention, à long terme, l'euro est toujours plus faible que le dollar et il vaut mieux avoir du dollar en portefeuille que de l'euro. Ça, on est 100% d'accord. Ce qu'on dit juste, c'est qu'à court terme, on peut voir un rebond de l'euro face au dollar parce que le dollar pourrait se dévaluer, parce que les investisseurs, en fait, anticipent le fait que, justement, les États-Unis sont proches de leur target de 5%. Ils veulent que l'argent coûte globalement 5,10%. Et que le pic d'inflation serait plus ou moins atteint chez eux et qu'ils pourraient commencer à soit se calmer sur les hausses de taux, soit peut-être même les baisser. D'accord? Donc, c'est un scénario qui est plutôt optimiste de leur côté. C'est pour ça, en fait, qu'on anticipe ce petit scénario-là à court terme, ce petit rebond de l'euro face au dollar, non pas parce que l'euro est solide, mais parce que le dollar, justement, a très bien bossé et que, du coup, les investisseurs anticipent une fête qui serait un peu plus cool, un peu moins sévère, et c'est aussi pour ça que le marché des actions a tendance un petit peu à se reprendre ces derniers temps. Les prévisions que vous faites dans votre document, c'est à moyen, long terme, c'est quoi la perspective de...
Nous, en général, c'est plutôt du moyen terme. Sur les incorruptibles, on a un horizon de temps long. Donc, la lettre qu'on fait avec Olivier Delamarche, c'est des prévisions en général qui sont très long terme. Sur la lettre qu'on a rédigée nous, Ultra Invest, on est un peu plus court terme. C'est-à-dire que là, on va vraiment s'intéresser à des mouvements qui, sur 3 mois, sur 4 mois, on essaye un petit peu d'ajuster notre horizon de temps, histoire de couvrir deux horizons de temps différents. Une stratégie longue, une stratégie courte. Comme ça, on peut réalistiquement bien s'adapter au marché. Et à court terme, oui, on peut avoir une petite hausse de l'euro aux alentours on est à 1,07 aux alentours d'1,10 avant de repartir à la baisse, en fait. C'est surtout ça l'idée du dossier. L'idée du dossier, c'est pas de se dire l'euro est foutu et donc qu'importe le prix, je fais que shorter de l'euro. C'est de se dire à court terme, il peut y avoir des petits rebonds en fait de l'euro face au dollar, pas parce que l'euro est bon, mais parce que le dollar justement a bien bossé et que les investisseurs anticipent une accalmie justement sur la politique monétaire de la Fed. Maëlys, tu veux poser une question ? Non, je pense qu'on a bien clarifié les termes de base. On va vous laisser, Sylvain, nous présenter ce que vous avez décrit dans votre article, qui est sorti en décembre 2022. Ouais. Globalement, c'est un petit peu ça. Pour résumer l'idée principale, en fait, on comparait en fait justement le dollar face à l'euro et on essayait de se demander en fait cette année à quoi s'attendre sur l'euro-dollar. Parce que c'est la question qu'on se pose tous. L'euro-dollar, c'est très important pour nous parce que en tant que Français, on a de l'euro et quand on va voyager à l'étranger, effectivement, plus l'euro en fait a une grosse valeur face au dollar, plus on a de pouvoir d'achat en fait pour tout, pour consommer, pour que ce soit au niveau des importations, que ce soit au niveau du business ou que ce soit même pour le plaisir, donc du coup voyager. Quand vous avez un euro qui perd autant de valeur que ce qui s'est passé l'année dernière, qui perd quasiment 20% face au dollar, c'est quelque chose d'assez inédit. Hein. C'est-à-dire que c'est pas anodin, ça a des répercussions. Ça a des répercussions business, c'est-à-dire que importer des produits de l'étranger coûte plus cher, ça veut dire qu'aussi on a moins de pouvoir d'achat, on peut acheter moins de choses. Et l'idée pour nous, c'était de savoir, en fait, sur ce premier trimestre, sur ces 3-4 premiers mois, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Qu'est-ce qui pourrait se passer à court terme ? Quel type d'objectifs techniques on pourrait viser ? Typiquement, nous, c'est globalement, on est à 1,07. On pense que l'euro-dollar peut remonter aux alentours d'1,10 avant de commencer un petit peu à stagner et repartir à la baisse. On a une stratégie longue, après, sur les incorruptibles, où on vise un euro-dollar qui est beaucoup plus bas. On annonçait déjà la parité il y a un moment avec Olivier, et puis un objectif long sur l'euro qui est très très bas, qui est en dessous de 0,90, voire aux alentours de 0,80, et qui est très très logique en fait. Hein. À long terme, c'est vraiment ce qui peut attendre l'euro. Si on continue entre guillemets à faire des conneries en zone euro, si on continue à gérer n'importe comment en fait cette crise, hein, parce que c'est une crise qu'on gère de façon débile. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on explique dans le dossier, et c'est les arguments qu'on avance sur le dollar pour ce premier trimestre. Je vais vous prendre au mot là. Vous dites que cette crise est gérée de façon débile. Est-ce que vous pouvez nous faire une analyse critique de la façon dont est gérée cette crise ? Oui, écoutez, en fait, il y a deux choses, et j'en discutais aujourd'hui avec Alex. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fait rire, c'est cette espèce de grande braderie à laquelle on assiste en France depuis 4-5 ans. On a toutes les plus grosses entreprises françaises, ou celles qui sont les plus stratégiques, qui sont démantelées, qui sont vendues à n'importe qui, au plus offrant. On perd des brevets, et ça choque personne, en fait. Et cette crise, elle a été gérée, donc cette crise, et je vais parler de la crise énergétique qu'on vit, parce que c'est celle à la limite qui impacte le plus les Français. On le voit aujourd'hui, il y a des boulangers qui reçoivent des factures de l'ordre de 20 000 euros à payer, enfin c'est n'importe quoi en fait. Vous avez des galettes des rois qui se payent 60 euros en boulangerie, c'est du jamais vu. Cette crise, elle est due tout simplement à une mauvaise gestion. On a mis en place des sanctions en fait sur un conflit qui ne nous concernait pas, dont on paye le prix. Donc on met des sanctions sans prévoir les solutions avant de mettre les sanctions. Donc déjà ça c'est totalement con. On a le marché européen de l'électricité dont les règles en fait jouent contre nous, c'est-à-dire qu'on produit l'électricité pas chère, on la vend pas cher et on la rachète très cher. C'est aligné sur l'Allemagne et c'est une demande. C'est exactement ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de s'aligner avec l'Allemagne, et c'est surtout qu'en fait, on est dans une relation aujourd'hui. On est dans une relation qui ne fonctionne qu'à un sens en fait avec cette Union européenne, c'est-à-dire que nous, on est contributeurs nets, on est gentil avec les autres ne sont pas gentils avec nous, c'est-à-dire qu'on paye plus que ce qu'on reçoit. Cette relation, en fait, n'est pas une relation gagnante sur le long terme pour nous. Donc la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on la continue en fait. Je veux dire. Aujourd'hui, vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe. Bon, je sais pas, vous imaginez que vous êtes avec une conjointe qui vous taxe tout ce que vous avez et elle vous donnerait en retour.
N'importe qui ne resterait pas avec cette personne. Tout comme une femme ne resterait pas avec un mec qui là-bas. Bon, bah là, nous, on est un peu dans le syndrome de la femme battue, c'est-à-dire qu'on se fait frapper par l'Union européenne, mais on part pas. Bon, on a le syndrome de Stockholm, je sais pas. Je trouve ça quand même déconnant. Et aujourd'hui, on a nos artisans, c'est-à-dire que quand même 90% de nos revenus, nos ressources, j'ai envie de vous dire, c'est les TPE-PME qui commencent à prendre de plein fouet cette crise dans la gueule. Et ce qu'on leur propose, c'est des reports d'imposition et de paiement de cotisations sociales dans le temps. On leur dit, écoutez, on comprend qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à payer vos factures, c'est dur, la vie, elle est dure pour tout le monde, payez vos impôts plus tard, on est gentil. Ouais, mais en fait, c'est pas ça la solution, c'est pas de payer ses impôts plus tard. Là, le type, s'il a une facture astronomique à payer, il a beau vouloir payer ses impôts plus tard, s'il fait faillite, il paiera pas ses impôts, en fait. Donc, t'as pas touché tes impôts, toi, en tant qu'État, et deux, t'as tué une source de revenus productifs pour ton pays, qui est l'artisan ou la TPE-PME. Donc, c'est pas logique, en fait, si vous voulez. Et c'est pour ça que, bon... C'est tellement illogique que c'est vrai que ça en devient questionnant, parce qu'on peut pas être mauvais à ce point-là. Enfin, moi, j'ai personnellement un peu du mal à comprendre. C'est comme si on mettait des sacs de sable devant un tsunami. Enfin, ça n'a aucun sens, cette report de taxes. Non, mais écoutez, de toute façon, c'est un jeu géopolitique et stratégique qui nous dépasse. À mon avis, il y a des stratégies dont on n'est pas forcément au courant. Et c'est évident, c'est évident qu'il y a des intérêts qui nous dépassent. Qui nous dépassent. Je pense qu'il y a des personnes qui ont intérêt, enfin, en tout cas, il y a des intérêts qui sont peut-être l'intérêt national n'est pas du tout pris en compte, mais d'autres doivent être. Si vous voulez, d'autres intérêts. Si vous voulez, l'intérêt national n'existe plus parce qu'à partir du moment où tu vends tous tes brevets et toute ta techno, c'est-à-dire qu'en fait, la France, c'est un pays qui a quand même innové dans le nucléaire, qui était le premier mondial. En fait, c'était une technologie propriétaire. C'était un vrai avantage concurrentiel qu'on avait sur tout le monde. On avait l'énergie la moins chère du monde. C'était des stratégies électorales, si je me souviens bien. Vous voyez, donc c'était des intérêts, en effet. C'était des intérêts électoraux, mais qui aujourd'hui nous retombent en plein dans la tronche, parce que sous couvert d'écologie, on a voulu faire de l'anti-nucléaire. Aujourd'hui, on se retrouve à réouvrir des centrales à charbon en Allemagne. On voit bien que toute cette démagogie n'a servi strictement à rien, parce qu'au final, le résultat est pire. Le résultat est pire. Donc, si on voulait mettre en place ce type de stratégie-là, il fallait mettre en place en parallèle une vraie solution logique, alternative, ce qui n'a pas été le cas, en fait. Et aujourd'hui, on est en train de payer toute cette démagogie, on la paye cash. Et c'est ça le problème. Oui, mais ceux qui payent ça, justement, c'est tous ces boulangers devient très symbolique, et leurs factures astronomiques, donc tous les petits entrepreneurs et les moyens entrepreneurs, finalement, s'ils sont remplacés par des grandes chaînes franchisées de boulangerie industrielle, ça ne dérangera pas énormément le gouvernement. Donc pour eux, ce sont des dommages collatéraux. Est-ce que ce ne serait pas juste des dommages collatéraux politiques ? C'est une très bonne remarque que vous faites là, mais il faut aussi penser à une chose. Alors, des grands groupes qui vont venir s'installer en France, j'émets de sérieuses réserves vu la façon dont, entre guillemets, c'est le pays géré, vu la fiscalité et vu le coût de l'énergie. Donc aujourd'hui, réindustrialiser la France, c'est totalement utopique, parce que coût de travail trop élevé, fiscalité trop élevée, coût de l'énergie trop élevé. Donc il n'y a rien qui est compétitif pour mettre sa boîte ici. Mais imaginons qu'un grand groupe veuille s'implanter en France, effectivement, reprendre l'activité de ses TPE, PME. Mais les grands groupes, c'est pas ceux qui payent le plus d'impôts, en fait. C'est pas les plus gros contributeurs pour l'État. D'accord ? Ils vous payent des salaires et donc des charges sociales, pas de souci. Derrière, en IS, en impôt sur les sociétés, c'est pas eux qui contribuent le plus. Ils ont des montages en général qui sont plutôt bien faits. Et donc, du coup, c'est pas eux qui font bouffer, qui font bouffer le pays. Donc, c'est un deal qui est pas forcément gagnant pour l'État. Mon point, il est vraiment là, c'est que oui, mais on a vu que l'État n'était pas forcément très apte à faire des deals gagnants pour l'État ces dernières années, mais c'était des deals gagnants pour des grands groupes économiques ou pour souvent les États-Unis dans certains cas, si on remonte à Alstom et à Technip. Donc, voilà. Si vous voulez, il y a aussi un autre truc. Si vous ne prenez pas soin de l'État à ce point-là, il y a peut-être aussi une autre solution, en fait. C'est peut-être parce que vous voulez plus créer spécialement un État français, vous voulez créer un État européen. Auquel cas, la région France ne serait qu'une province du pays, de la confédération de l'Union fédérale européenne. L'Union fédérale européenne. Vous auriez une région France, vous auriez une région Allemagne, vous auriez un État-région Espagne. Et c'est juste des régions. Donc au final, si ça se passe mal au niveau France, on s'en fout, on compense avec les autres. Donc oui, effectivement, si on voit le jeu dans cette espèce d'union fédérale globale européenne, oui, effectivement, la région France, on s'en fout un peu, à la limite, ce qui compte, c'est le tout. Et c'est ça la question, sauf que ça ne nous est pas spécialement imposé, ça ne nous est pas spécialement proposé comme ça, parce qu'aujourd'hui, on est quand même censé être un État, mais derrière, on prend des directives européennes, on est obligé de les appliquer, donc on n'a plus non plus
une souveraineté législative forte, j'ai envie de vous dire, ou en tout cas, il y a un moment, il faut peut-être regarder justement ce qui se fait et pas ce qui se raconte. Enfin, c'est vrai qu'on a un narratif encore qui est autour d'un État-nation, mais la réalité de ce qui se fait, moi, je veux bien croire à l'incompétence, mais je trouve que ça commence à faire beaucoup. En effet, je pense que ce que vous venez d'avancer me semble... Non, mais c'est juste qu'on est en train de créer, si vous voulez, les États-Unis d'Europe, hein, c'est tout. Hein. Il y a les États-Unis d'Amérique, il y a le bloc chinois qui est très très fort, il y a le bloc russe qui est très très fort, vous avez le Moyen-Orient, vous avez en Afrique, bon, pour l'instant, pas encore une grosse confédération, mais ça commence à se créer, hein, ils sont en train de se réorganiser. Puis aujourd'hui, l'Europe essaie de se réinventer un modèle et veut faire les États-Unis d'Europe, mais en même temps sur un modèle un peu coercitif à la chinoise, donc c'est une espèce de union soviétique européenne, hein, je l'appellerais comme ça. C'est un espèce de nouveau communisme, mais européen. Ils veulent faire cette espèce de modèle-là avec des gens à la tête. Hein, vous le voyez bien avec Ursula von der Leyen, élue par personne, mais qui vous prend des décisions du style limite on part en guerre. Donc tous les pays européens partent en guerre, mais personne n'a voté pour ça, personne ne veut de guerre. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi en France, j'ai pas vu des gens qui veulent partir en guerre, et j'ai pas vu non plus d'autres pays en Europe qui sont en mode va en guerre. Donc si vous voulez, on est en train de créer tout ça sans notre consentement, et vu qu'on crée tout ça, bah, du coup, les différentes provinces, régions, anciennement pays et États-nations, bah, on s'en fout un peu. Au niveau national, ce qui compte, c'est le global. Donc, si au global, ça tient, bon, ça va. Mais ça tient parce qu'il y a l'Allemagne, hein. Sauf que l'Allemagne va commencer à morfler aussi, parce que bah, forcément, l'Allemagne, elle avait un deal avec la Russie pour son énergie, elle l'a plus, donc elle doit se démerder. L'Allemagne, il y a des industries qui commencent à tout simplement à partir du pays parce que bah, c'est plus rentable, ça coûte trop cher. Et donc, quand l'Allemagne va tomber économiquement, qu'est-ce qui va rester? Bah, c'est pas la France qui va porter l'Union européenne parce que nous, on a trop perdu dans ce deal-là. Et il y a d'autres pays qui vont vouloir partir. L'Italie ne l'annonce pas, mais on sent quand même qu'il y a des velléités de sortir de l'Union européenne. Peut-être pas avec le gouvernement actuel, mais vous avez un clan avec Berlusconi qui, lui, est clairement anti-UE. À la moindre occasion, à mon avis, il sautera dessus. Et il y a plein d'autres pays qui aiment pas l'Union européenne. Donc du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si l'Allemagne tombe, en vrai, c'est un petit peu la fin de l'Union européenne. Qu'est-ce qui va nous rester? Pas grand-chose. L'euro vaudra plus rien. On va repasser au franc, et du coup, il y aura un franc nouveau. Et c'est aussi pour ça que le dollar a son intérêt dans un portefeuille. Donc quand on vous dit que le dollar va peut-être baisser sur le premier trimestre, ça veut pas dire qu'il faut vendre du dollar massivement, mettre tous vos actifs au franc euro. Absolument pas. Ça veut juste dire si vous avez des actifs en dollars ou si vous avez déjà mis votre patrimoine en dollars pour vous protéger de la chute de l'euro, sachez qu'au premier trimestre, il peut y avoir des secousses, ça peut baisser un peu. Mais long terme, ça sera toujours un meilleur choix que d'avoir de l'euro parce qu'il y a un risque systémique sur l'euro. Il y a un vrai risque que ça se termine. Donc du coup, il y a moins de risque à avoir du dollar en portefeuille que de l'euro, logiquement. Donc, quelles opportunités cette fin de la hausse du dollar nous proposez-vous pour 2023? Bah, la fin de la hausse du dollar, c'est relatif, hein, parce que ça sera pas c'est juste que le dollar va se replier un peu. Il a fortement monté en 2022. En 2023, ça va juste un petit peu se calmer. Et les États-Unis, dès qu'ils le pourront, se remettront à baisser les taux parce que des taux bas, en fait, ça arrange tout le monde. Des taux bas, ça veut dire que les États-Unis peuvent emprunter de l'argent et peuvent s'endetter pour pas cher. Ils peuvent prêter de l'argent aux entreprises pour pas cher et donc les entreprises vont emprunter massivement pour investir, pour faire des choses. Donc dès qu'ils pourront rebaisser les taux, ils le rebaisseront, ça les arrangera. On vous prie de nous excuser pour cette petite coupure. Maintenant, je pense que vous voyez Sylvain. Donc, on va reprendre sur ce dont on était en train de parler. Donc, une hausse qui est une baisse qui est court-termiste, la fin de la hausse qui est court-termiste. Quelles opportunités donc grâce à ce phénomène? Ok, donc pour synthétiser, du coup, allez regarder du côté des métaux précieux, c'est le premier actif en question à avoir en portefeuille. La deuxième chose, c'est commencer à regarder aussi du côté des actions américaines. N'en achetez pas forcément, mais regardez les actions les plus qualitatives qu'il y a chez eux et commencer à regarder de ce côté-là parce que les États-Unis, dès qu'ils le pourront, reprendront la planche à billets, rebaisseront les taux et reprendront la planche à billets. Pourquoi? Parce que dévaluer aussi la monnaie, ça dévalue la dette et ils peuvent emprunter du coup moins cher et dévaluer le prix et le coût de cette dette dans le futur en reprenant la planche à billets. Donc, c'est les deux mécanismes qu'ils ont toujours utilisés ces dernières années, qu'ils, à mon avis, réutiliseront dans le futur dès qu'ils le pourront. Et qui dit quantitative easing dit, comme à chaque fois, explosion des actions, explosion de tous les actifs en général, mais surtout des actions. Donc, du coup, commencer à se préparer de ce côté-là, c'est pas forcément une mauvaise idée. Voilà.
Est-ce que vous avez encore des commentaires à faire sur votre lettre économique? Vous voulez continuer un peu là-dessus ou on peut sinon passer directement aux questions des téléspectateurs? Eh ben, écoutez, je pense qu'on peut passer aux questions des téléspectateurs. On a bien fait le tour sur le dollar. On peut passer aux questions. Alors, j'ai une question de Chando qui nous demande ce que vous pensez de la dette française. Est-ce qu'elle est vraiment à 120% ou elle est bien supérieure, comme le pense votre collègue Olivier Delamarche? Bon, on va déjà commencer par ça, puis après Ouais. mets une question en deux temps. La dette française, oui, elle est très probablement supérieure. Et le gros souci qu'on a sur la dette française, c'est toujours en fait ce problème d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de rigueur budgétaire aujourd'hui sur nos dépenses. On dépense plus que ce qu'on rentre et du coup, en fait, on est obligé d'augmenter la pression fiscale sur les particuliers et les entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de pression fiscale qui a jamais été vu, qui a été historiquement, qui est un des plus élevés de notre histoire. Et en plus, on a une récession. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant taxé les gens, on n'a jamais aussi peu fourni de services aux gens. Et en plus de ça, ils sont dans une crise économique, donc du coup, ils peuvent plus consommer. Et voilà. Donc du coup, le problème de la dette française, et j'en parlais avec Olivier, c'est que ils n'ont pas tellement le choix au final, si on réfléchit bien, que de jouer sur le jeu de l'hyperinflation, parce que l'hyperinflation, ça voudrait dire qu'on aurait une monnaie de singe et que du coup, notre dette, elle vaudrait plus rien, parce qu'on la rembourserait avec que dalle, en fait. Et donc, c'est pour ça que si aujourd'hui on a de l'euro, du patrimoine en euros, on est obligé, entre guillemets, d'aller se tourner vers des monnaies plus fortes, peut-être vers le dollar. Parce que si demain, ils jouent le jeu de l'hyperinflation ou de l'inflation forte, sans parler d'hyperinflation, mais au moins de l'inflation constante dans le temps, on peut avoir une inflation à 5% sur 10 ans, ça a les mêmes effets qu'une grosse inflation à 12-13% sur 3 ans. S'ils jouent ce jeu-là, c'est l'épargne des Français qui est foutue en fait. Donc la dette, elle vaudra rien, ils seront contents, hein. Ils pourront dépenser et puis et rembourser que dalle. Mais l'épargnant français aujourd'hui et le rentier entre guillemets sera foutu. Bon, après vous me direz le rentier, on s'en fiche un peu, c'est plutôt l'épargnant qui est intéressant. Donc voilà. Donc moi c'est mon avis sur la dette française, c'est qu'effectivement on est très endetté, on a aucune rigueur budgétaire et qu'on est obligé aujourd'hui de dévaluer la monnaie pour pouvoir avoir un semblant de remboursement là-dessus. Maïs. Est-ce que vous avez une idée de qui détient cette dette actuellement? J'ai pas étudié dans les pourcentages précis qui détient quoi, donc je crois que c'est assez complexe quand même. Oui, c'est ça. Je posais la question parce qu'a priori, il y a certaines personnes qui signalent un danger justement du fait qu'on ne connaîtrait pas. On pourrait seulement supposer qui détient cette dette. Et donc, on serait un peu esclave de ces organismes, de ces personnes-là. Mais la plupart sont extérieurs à la France déjà. Bon, c'est une évidence dans notre contexte de mondialisation. Mais ça, oui, ça nous rend très dépendants et très peu libres et très peu souverains, ça c'est clair. C'est ça. Bon, après, de toute façon, vous l'aurez bien compris, le thème de la souveraineté, qu'elle soit législative, économique ou autre, il n'y en a plus, en fait. Hein. On est en train de créer une espèce de région France, tout comme on est en train de créer une région Espagne. Voilà, ils sont en train de créer un espèce d'État fédéral. Et c'est pour ça qu'au final, je ne donne pas forcément cher de l'Union européenne à moyen long terme. Justement, donc on a un auditeur Cassé Marcus qui nous demande justement si Christine Lagarde, si elle le voulait, serait capable d'infléchir la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Alors, qu'est-ce que vous entendez par infléchir? C'est-à-dire repartir sur une politique monétaire accommodante? Alors, je ne suis pas la personne qui pose la question, mais on peut partir de ce postulat. On va faire les deux scénarios, comme ça au moins ça sera clair. Est-ce que Christine Lagarde est capable de se dire aujourd'hui je rebaisse les taux et je refais du QE et je refais du quantitative easing? C'est une question qui est compliquée et la réponse c'est que malheureusement oui, elle est capable et pour une raison qui est assez logique, enfin qui est assez logique de son point de vue mais qui est pas bonne pour nous en soi. Le problème avec les taux élevés en Europe, c'est que ça pourrait mettre en fait les États en défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des spreads, hein, c'est-à-dire des spreads, c'est des écarts de différence auxquels les différents États européens empruntent. L'Allemagne emprunte moins cher, par exemple, que je vous donne une bêtise, que la Grèce. Et le problème, c'est que si on monte les taux, ces écarts-là vont s'accroître. Et donc, du coup, c'est pas bon. Et puis, de deux, ça mettrait aussi beaucoup d'États en défaut parce qu'il y a beaucoup d'États qui pourraient plus se permettre de dépenser autant qu'ils dépensent et de pouvoir rembourser ses dettes au vu des rentrées fiscales qu'ils génèrent.
Donc, Christine Lagarde est tout à fait capable, en fait, de repartir dans l'autre scénario qui est de baisser les taux ou de les maintenir bas, et peut-être même de faire du QE, du quantitative easing, de l'assouplissement monétaire, pour dévaluer, entre guillemets, tout l'euro, en fait, toute la masse monétaire européenne, pour que les dettes des États contractées pendant le Covid ne valent plus rien, ou valent beaucoup moins que ce qu'elles auraient valu si la monnaie avait été plus forte. C'est une possibilité. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous, hein, si on est détenteur d'euros et de patrimoine en euros, ça c'est clair. Mais c'est une possibilité qui existe vraiment. C'est un scénario qui existe vraiment, ça c'est vrai. Moi, il faudrait pas, mais voilà. On a l'impression que en fait, on est comme dans une espèce de pièce où quelques portes, on essaye d'ouvrir et il y a toujours quelque chose qui va pas fonctionner. Ça devient extrêmement complexe et donc eux, je pense qu'ils sont un petit peu, je trouve pas le mot, enfin ils sont un peu presque. Ils sont coincés et la situation est dure. Donc ça c'est clair qu'après moi j'aimerais pas être à leur place, hein, prendre les décisions qu'ils doivent prendre, elles sont très très dures. Maintenant ils se sont mis dedans et j'ai envie de vous dire c'est pas notre problème, c'était à eux de mieux gérer. Nous, en tant qu'État, si on a encore envie de penser à la France en tant qu'État, le seul vrai intérêt qu'on aurait, c'est sortir de la zone euro, reprendre une vraie souveraineté monétaire, législative et surtout économique, en fait, hein, et bosser avec les outils qui vont dans le sens de nos intérêts. Je vous donne un exemple. Le problème de l'Union européenne, c'est que on met les mêmes règles pour des États qui sont totalement différents. C'est comme si on disait à quelqu'un de chausser du 43, et on donnait des chaussures taille 43 à tout le monde, sauf qu'il y en a qui fait du 38, il y en a qui fait du 46. Bah, ça marche pas, en fait. Ces règles-là, enfin voilà, ce cadre-là, il marche pour 1, 2, mais pas pour une vingtaine de pays. Donc pour moi, le vrai enjeu là des années qui viennent, c'est vraiment de se poser les bonnes questions de ce côté-là et de se dire est-ce qu'on a vraiment intérêt à rester là-dedans et est-ce que ça va vraiment dans le sens de l'intérêt de la France, ça c'est clair. C'est une question un peu piège qui me vient en tête, mais aujourd'hui vous êtes Bruno Le Maire, vous êtes dans ce carcan européen, vous êtes dans ce carcan aussi, je dirais, idéologique. Qu'est-ce que vous feriez, même avec donc tous ces empêchements qu'il a et les limites qu'il a, est-ce que vous disons déjà, comment dire, assouplir la situation à moyen terme? Qu'est-ce que vous pourriez... Déjà, je suis Bruno Le Maire, je démissionne, hein, parce que vu ce que j'ai fait ces dernières années, vu comme je me suis ridiculisé, j'aurais honte, j'irais me cacher. Non, après, plus sérieusement, en vrai, je suis sérieux quand je dis ça, parce que la réalité, c'est que le ministre de l'économie, il a rien géré, quoi. Je veux dire, c'est zéro. Non, mais de toute façon, il peut rien faire, parce que toutes les décisions sont prises à l'échelle européenne, et de toute façon, toutes les décisions relatives à la monnaie, ce qui est le plus important en soi pour nous, et au taux, ce qui est le plus important aussi pour nous, sont prises à l'échelle européenne. Donc, j'ai envie de vous dire, il peut pas faire grand-chose non plus. Hein. Enfin, il peut rafistoler, si vous voulez, et jouer avec les miettes, les miettes du repas, mais c'est pas lui qui va décider des grosses décisions qui vont avoir un vrai impact sur l'économie du pays. Alors justement, les décisions, elles sont prises au niveau européen, mais il y a la Banque centrale. Et à part la Banque centrale, où sont les manettes réelles de décision? Oui, c'est Bruxelles, hein, c'est toujours Bruxelles. Après, nous, Francfort pour l'économie, hein, la Banque centrale européenne, Bruxelles pour le reste. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'économie. Et donc, du coup, ce qui nous intéresserait, ça serait de réavoir une Banque de France qui fixe des taux et puis qui fixe les règles de la monnaie. Aujourd'hui, c'est la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne, aujourd'hui, elle est à Francfort. Et effectivement, le pays numéro 1 et qui tire toute cette Union européenne, c'est l'Allemagne. Donc, la Banque centrale européenne se cale les règles pour tous les pays européens sur les préférences et ce qui irait bien pour l'Allemagne, en fait. C'est ça, la réalité des choses. Donc, on joue à un jeu qui nous est pas favorable, on paye en plus pour jouer ce jeu et on gagne pas. Et non, en fait, c'est pour ça que, pour moi, de façon fondamentale, il y a que deux issues à ça. Soit cette Union européenne éclate, ce qui serait une bonne chose, on souffrirait à très court terme, mais à moyen long terme pour les enfants, pour nous, quand je dis les enfants, nos enfants, ça serait bien parce qu'ils repartiraient sur des bases saines, ils vont morfler, c'est-à-dire c'est plus nous qui allons morfler que nos enfants d'ailleurs, mais eux, ils repartiraient sur quelque chose où on aurait à nouveau une souveraineté sur tous ces sujets qui sont les plus importants. Et la deuxième option, donc ça c'est l'explosion de l'Union européenne, la deuxième option c'est qu'ils arrivent à faire vivre encore la bête quelque temps, en la faisant survivre, ce
qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises zombies. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui auraient dû faire faillite, qui n'ont pas fait faillite parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les PGE, les prêts garantis par l'État, donc des aides de l'État. Il y a des reports de paiement d'impôts sur les sociétés, de cotisations sociales. Il y a plein de mesures qui sont prises et du coup, vous avez une économie qui aurait dû cracher, mais qui n'a pas vraiment totalement craché, mais qui n'a pas totalement survécu, qui est entre les deux. Donc, ce que j'appelle l'économie zombie, c'est la situation dans laquelle aujourd'hui on est en France. On n'a pas des entreprises mirobolantes, on a des faillites, mais on n'a pas non plus toute l'économie qui a fait faillite parce qu'on a prêté de l'argent, parce qu'on a fait on les tient un bout de bras. On a une économie en soins palliatifs et donc du coup, vous pouvez avoir encore une fois cette Union européenne, cette espèce de confédération qui survit en soins palliatifs, comme ça, vous savez, elle est en fin de vie. On sait qu'il faudrait la débrancher, c'est bien pour elle, mais on le fait pas parce que on se dit on a passé des bons moments avec. C'est un petit peu le cas qu'on a aujourd'hui avec l'Union européenne. On ne sait pas pourquoi, on veut pas débrancher, il faudrait débrancher, mais on continue. Alors on continue. Ça va pas dans notre sens, mais à mon avis, les gens commencent concrètement là à en payer les pots cassés parce qu'il y a 2 ans. On a imprimé, on a fait des conneries, ça s'est pas vu, ça s'était pas encore répercuté à l'économie réelle, c'est en train d'être le cas. Les gens le voient concrètement quand ils vont à la boulangerie, c'est que le début. Bon, je pense que les vraies questions vont se poser cette année et elles vont se poser de façon assez logique. Hein. Les gens, je veux dire, ils vont le voir quand ils vont passer à la caisse. Hein. C'est pas quand ils vont voir qu'ils n'auront plus les moyens de payer des choses et d'acheter de la bouffe. Ça sera trop évident pour être ignoré en fait. Oui. Là, je vais passer à une question alors plus concrète, revenir à des conseils de portefeuille. Il y a une question de Toto le rigolo qui nous demande « Que pensez-vous du portefeuille promu par Charles Gave 50% de défensif, 50% d'offensif », sachant que je ne sais pas ce que ça veut dire, défensif, offensif. Bon, composé de valeurs, pardon, vous allez nous l'expliquer. Composé de valeurs boursières qui n'ont rien à voir avec l'État. Air Liquide, LVMH, etc. Ouais. Air Liquide, on m'a déjà posé la question. Alors, pour répondre à cette question, il faudrait que je regarde concrètement son portefeuille. Je ne sais pas les valeurs qu'il a mises dedans. Sur l'idée, je vois, donc si c'est des actions décorrélées avec l'État, en fait, c'est des actions où l'État n'a pas de siège au conseil d'administration. Oui, c'est évident, c'est du bon sens, c'est logique ce qu'il propose, dans le sens où dès que vous avez l'État en fait dans un conseil d'administration, vous pouvez être sûr que la boîte sera mal gérée parce que les décisions qui seront prises ne seront pas rationnelles, business et orientées vers la profitabilité, voire la croissance de l'entreprise, mais les décisions pourront être politiques. On le voit, hein, c'est-à-dire que là, on est en train de renationaliser EDF, fait n'importe quoi, et il y aura beaucoup de décisions qui iront à l'encontre en fait de l'esprit de la boîte, c'est-à-dire peut-être de faire en sorte que l'électricité, même pas parce qu'en fait on va la racheter plus cher, donc on peut pas la produire moins cher que moins cher. Mais non, dans l'idée, après je connais pas son portefeuille dans l'absolu. Après oui, je suppose que sa doctrine est bonne. Hein. Enfin, je veux dire, moi je le suis. C'est quelqu'un qui a une expérience immense. Je veux dire, c'est oui. Là, c'est un peu, ça apporte un peu pour moi de confusion quand on dit si l'État est au capital d'une entreprise, c'est une catastrophe. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça dépend quel État et ça dépend ce qu'il fait et ce qu'il décide. A priori, quand on parle de renationaliser EDF, bon, il y a 40 ans, on n'aurait pas trouvé ça forcément une mauvaise idée, vu l'état dans lequel EDF est aujourd'hui. Mais tout dépend, évidemment, c'est l'État lui-même qui a démantelé EDF. Donc, tout dépend, et comme vous dites, en fait, tout dépend qui dirige. Hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est qui est aux manettes, qui est le dirigeant, et est-ce que le dirigeant est bon ou pas. Et puis, je partage son avis là-dessus. Je veux dire, quand on voit la troupe de rigolos qu'on a, ça serait difficile de se dire qu'on va mettre au board, hein, c'est-à-dire au conseil d'administration, de multinationales qui sont peut-être rentables ou qui ont des belles perspectives de croissance, des gens qui n'arrivent pas à gérer, entre guillemets, le pays, bien que ce soit une tâche compliquée, ça, je ne leur enlève pas. Mais, je pense est-ce que c'est pas difficile de gérer un pays quand il est plus tellement clair quel est le rôle de l'État? C'est-à-dire que aujourd'hui l'État n'œuvre pas toujours dans l'intérêt national, donc il y a une telle confusion. Vous savez, ouais, mais vous savez, en fait, moi c'est ce que je dis tout le temps, c'est que dans la vie, pour avancer concrètement, il faut savoir qui on est, savoir d'où on vient, pour savoir où on va. En fait, ça c'est un des grands motos que moi je suis dans ma vie. Et quand je vois en fait la façon dont ils agissent, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire tout et son contraire en l'espace de 24 heures. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire on ne fera jamais ça,
à Vous la êtes sûr qu'ils télé. le font, qu'ils vont le faire. Et vous êtes En sûr qu'ils général. le feront. On ne fera jamais ci, ils feront exactement l'inverse. Donc quand déjà vous avez quelqu'un qui est une girouette comme ça, vous pouvez pas diriger une boîte, parce que quand vous avez une boîte, une entreprise, vous avez peut-être votre entreprise, vous faites votre business plan, vous faites votre stratégie, vous réadaptez la stratégie si elle est mauvaise, il n'y a pas de souci, mais en général, vous avez un espèce de fil conducteur, vous le suivez et vous déroulez votre plan. C'est comme si moi, derrière, demain, je lançais les Incorruptibles, la lettre économique, j'avais annoncé qu'on ferait un Tour de France, puis au final, on va faire juste une tournée des bars dans une ville à Lille, puis après, je dis que je refais un Tour de France. Non, je dis je fais un Tour de France, je fais un Tour de France. Ça marche pas, c'est mon problème. Mais je suis ma stratégie. Et là, le problème, c'est que vous mettez des gens qui sont incapables de mettre en place des stratégies, de les tenir et de bien de les exécuter, et vous les mettre à la tête d'entreprises privées avec beaucoup de capital en jeu, des salariés, donc des vies humaines en jeu. C'est impossible. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, je veux dire, la track record n'est déjà pas assez bonne entre guillemets dans ce qu'ils font là actuellement. Pourquoi ils seraient meilleurs ailleurs en fait? Non, c'est pas logique. Donc je suis d'accord avec son analyse, avec l'analyse de Charles Gave. Avec le gouvernement actuel, ce serait suicidaire pour l'entreprise en question de mettre des gens qui sont pas bons là en fait, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un gap entre ce qu'ils communiquent et ce qu'ils veulent réellement faire. C'est-à-dire qu'il y a ah oui, de non, mais temps ça en c'est temps, sûr. Macron nous parle de souverainisme, de souveraineté. Donc, la souveraineté européenne, certes, mais il nous a même à un moment lancé Ah oui, souveraineté. mais vous le dites très bien, souveraineté européenne, donc pas souveraineté Oui, nationale. c'est sûr. Voilà. Mais de temps en temps, il nous a aussi dit souveraineté tout court, c'est-à-dire qu'il brouille les pistes en permanence. Ah, il est coquin. Non, mais il est coquin. Il joue, mais il sait, il flirte un petit peu avec les différentes Les limites pour plaire à concepts, tout le monde. etc. Pour plaire à tout Mais le monde. c'est ça qui me dérange dans ce genre de discours-là, c'est qu'on n'a pas une vision claire, on n'a pas un projet entre guillemets en tant que pays. Je pense qu'il essaye de créer un projet au niveau européen pour ses aspirations à lui profondes. Mais qu'il le cache en même temps, qu'il souhaite le cacher. Oui, mais tant mieux pour lui s'il le réussit. Mais je veux dire, ça va pas dans notre intérêt, donc c'est pas un jeu qui m'intéresse moi, parce que je suis pas spécialement avantagé en tant que chef d'entreprise à ce jeu-là, et en tant que citoyen français non plus. Oui, mais est-ce que c'est pas là qu'il y a justement un débat qui est faussé tout le temps, puisqu'il le sait très bien que ça va pas dans l'intérêt de la population, enfin en tout cas du gros de la population évidemment. Ça va dans l'intérêt de certains, mais c'est la crête. Alors, le jeu communicationnel est de toujours cacher ce qu'ils font réellement. C'est pour ça que je crois que... Mais c'est ce qui fait aussi qu'ils ont réussi à se faire élire, parce que si vous analysez bien son parcours, il venait de nulle part, il a bossé sous le gouvernement d'Hollande, il monte son parti de nulle part, et puis il gagne les élections. Donc, en termes de stratégie marketing, etc., je ne doute pas que c'est quelqu'un qui est bon là-dessus. En tout cas, il est bon dans ce domaine-là. Maintenant, pour diriger un pays et avoir une vraie vision long terme, je ne pense pas que ce soit son truc, parce que on n'a pas eu de plans à long terme qui ont été lancés, ou alors ça peut être annoncé, mais c'est pas son truc, c'est que sa feuille de route n'est pas exactement celle qui... Ou sa feuille de route n'est pas celle de... Oui, sa feuille de route n'est pas celle de l'État. Sa feuille de route est autre, on la connaît pas, ou on peut la deviner. C'est peut-être être empereur de l'Europe, ou ce genre de choses-là, pas de souci. Mais ça va pas dans nos intérêts, c'est tout. En fait. Donc nous, on n'y trouve aucun intérêt. Mais ce que je constate, c'est dans les débats publics ou même les débats privés, dans les dîners en ville, c'est qu'en fait, on parle... En fait, on a des conversations de sourds parallèles parce qu'on parle jamais des mêmes présupposés. Au départ, la droite n'aimait pas Macron parce qu'il venait du gouvernement Hollande, donc ils étaient très méfiants. Quand ils se sont rendus compte qu'il était très libéral, ils se sont mis à s'enticher de lui. Donc maintenant, en fait, il a plutôt un électorat de droite. Mais c'est un électorat je vois bien. Pour moi, si vous voulez, il faut redéfinir le terme droite, parce que là. Oui, bien sûr. Non, mais je dis droite libérale. Oui, la droite dont vous me parlez, c'est la droite mollassonne. Pour moi, c'est du centrisme, en fait, si vous voulez. C'est des gens. Il n'y a rien de droite dans ce qu'ils vous disent. Oui, mais il y a la droite traditionnelle aussi, qui est avant tout libérale et qui n'a pas tout compris, et qui n'est pas très à l'aise avec le personnage tout le temps. Mais bon, qui se dit c'est bon. Mais vous savez, en fait, il avait dit une chose dans une interview, je sais plus chez qui il l'avait faite, il avait dit le concept gauche-droite est désuet, et en fait, en soi, il a totalement raison, parce que ce concept-là n'existe plus. Si vous regardez aujourd'hui les différents partis politiques qu'il y a dans notre pays, oui, bien sûr. ils avaient tous une fenêtre de tir, en fait, pendant les élections de l'année dernière pour faire quelque chose, ils se sont tous couchés, en fait. Donc, le concept de gauche-droite aujourd'hui, c'est un concept marketing, à la limite. Ça peut nous exciter de dire je suis de gauche, je suis de droite, je suis ci, je suis ça, mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus réellement de vraies convictions portées par les différents partis qui existent aujourd'hui. Je pense que tous les partis politiques ne servent que des intérêts, à la limite, privés ou personnels, des gens qui les portent, mais qu'aujourd'hui, il nous faudrait plutôt l'émergence de leaders indépendants et
Et c'est peut-être par un nouveau modèle, en fait. C'est juste la fin de ce système qu'on a créé qui ne marche plus, en fait. Ça ne marche plus parce que vous voyez tous les partis. Enfin, vous regardiez ne serait-ce que tous les sites web des différents partis politiques pendant les élections présidentielles. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, mais c'est le même développeur qui a fait les sites. Ouais. T'as le site de gauche, de droite, machin, écologie, les verts, c'est le même site, les couleurs ont changé. Et je me suis dit, mais c'est le même prestat qui a fait les sites. Donc déjà, quand on voit ce genre de choses-là, on peut se poser des questions. On peut se dire, mais attends, ils sont censés représenter certaines valeurs, certaines idées qui sont parfois opposées, mais il n'y a pas de souci, on a le droit d'être différents tant qu'on discute intelligemment. Mais en fait, c'est juste une casquette marketing pour se placer, pour avoir des postes de député payés 5 000 et quelques euros à rien branler à l'Assemblée et puis à jouer sur son portable ou à même pas venir voter, hein, parce que des fois, il y en a même qui sont absents. Bon, bah, vous comprenez qu'on arrive sur la fin d'un système. On élit d'ailleurs en termes de l'Assemblée nationale, au niveau des gens qui ont été élus, il y a des gens, mais c'est absolument aberrant le niveau qu'ils ont, qui sont aujourd'hui des élus de la République, qui sont députés, qui vont voter sur les lois qui vont vous impacter, vous et moi. Donc, mais c'est vraiment, moi, ça me choque, en fait, parce que je me dis, mais il y a des gens qui sont moins compétents qu'un citoyen lambda, qui vont voter et qui vont décider du destin de plus de 66 millions de personnes. Enfin, c'est absolument aberrant. Donc, on est vraiment sur la fin, aujourd'hui, pour moi, d'un système. Il y a un système qui va devoir être réformé, hein. Et c'est pour ça que Macron joue encore sur cette espèce de nuance. Il y a encore des gens qui croient au clivage gauche-droite. Ils n'ont pas compris que c'est un truc pour que tout le monde se tape sur la gueule, parce qu'en vrai, quand vous regardez les partis de droite et les partis de gauche aujourd'hui, c'est quasiment la même chose, hein. Il n'y a pas... Le vrai débat, c'est l'Union européenne. Le vrai débat, il est là, hein. Vous voulez un vrai changement dans ce pays, c'est l'Union européenne. Il y a l'Union européenne et non, voilà, c'est tout. Tu sors ou tu restes. Et là, si tu sors, tu peux faire ce que tu veux et entamer des grosses réformes. Si tu restes, bah, tu feras des micro-réformes, hein. Tu vas jouer sur le 20% de tes problèmes et le 80% persistera. Et puis, tu as intérêt à t'y accommoder parce que tu es dedans pendant un moment. C'est ça, le vrai débat. Je dirais Union européenne, mais et souveraineté et rapport au monde financier et économique. Parce que alors là, pour le coup, oui, voilà, c'est-à-dire qui décide. Puisque bah, qui décide, c'est simple, c'est pas nous. Voilà. Nous, on prend des directives et on les applique. Oui, donc en fait, on élit un président, mais en fait, le président va prendre ses ordres à Bruxelles et vient les appliquer ici. Mais qui eux-mêmes sont soumis à un système qui est avant tout financier et je dirais au-dessus des intérêts des États-nations. Oui, bah de toute façon, c'est une cascade. C'est ça, mais on a manqué de stratégie à long terme, on a manqué de cohésion aussi, je pense, au sein du pays, hein. On s'est un peu perdu, et aujourd'hui, ce qui manque dans le pays, on le voit, hein, c'est de la cohésion, hein. C'est un sentiment d'appartenance, d'union à un projet qui nous fédérerait sur le long terme. On a un pays qui n'a pas de projet à long terme. C'est comme si demain, vous êtes marié, vous avez aucun projet, vous êtes là, vous dites, bon, on vit ensemble, mais il n'y a pas de projet d'avoir des enfants, il n'y a pas de projet de monter une boîte, il n'y a pas de projet il n'y a rien, en fait. Donc, forcément, à un moment donné, t'es là pour être là, quoi. Donc, c'est pour ça que les gens aussi n'ont pas forcément aussi une grande rigueur au niveau des politiciens qu'ils élisent, parce qu'ils n'y croient plus, en fait. C'est juste ça. Il y avait un sondage qui a été fait chez les jeunes. Si la France entrait en guerre demain, est-ce que vous seriez prêt à vous battre pour la France? Tout le monde disait non. Oh non, je mourrai jamais pour ce pays. Oui, mais t'as grandi ici, t'as eu l'école gratuite, t'as eu les soins gratuits, t'as pas envie d'aller te battre pour le pays. Ah non, je m'en fous, moi. Oui, mais ça aussi, alors ça c'est la faute de ce qui est devenu. Mais c'est aussi l'individualisme croissant, etc., qui fait que même ces gens-là oui, mais regardez, vous avez une société qui est très individualiste aussi, hein. Il y a les États-Unis, pourtant les Américains sont très patriotes. J'ai malheureusement des questions que je lis, je n'arrive pas forcément très bien à comprendre, elles sont pas forcément très rédigées. J'en ai une de Jean qui vous demande que pensez-vous du comportement des BRICS qui semblent réduire leurs contrats en dollars pour les matières premières? Oui, alors c'est une très bonne chose. Il y avait au Moyen-Orient, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas forcément, je crois que c'est l'Arabie Saoudite, mais il faut que je confirme l'info. Mais il me semble que les matières premières vont commencer à être échangées en yuan. Si je dis pas de bêtises, il y a l'Arabie Saoudite qui était sur le point d'accepter le yuan pour son pétrole. Si je dis pas de bêtises, il faut que je revérifie l'info. Et pour parler des BRICS au sens le plus large, de toute façon, c'est simple. En fait, c'est des pays qui sont en forte croissance déjà depuis un moment, qui ont de moins en moins d'intérêts communs avec les États-Unis et qui vont logiquement de plus en plus coopérer entre eux et s'échanger peut-être
peut-être les matières premières, les services et tout ça dans une autre monnaie. Maintenant, la question, c'est quelle sera cette autre monnaie? Est-ce que ça va être le fameux yuan, enfin, ou la fameuse monnaie chinoise adossée à de l'or? On le verra. Mais oui, en fait, le dollar est en perte de vitesse, et c'est ce qui fait un petit peu peur à tout le monde, c'est que quand le dollar est en perte de vitesse, en général, les États-Unis tapent du poing sur la table, et puis peuvent avoir des réactions très très agressives. Il y a le dossier, par exemple, avec la Chine. On n'est pas à l'abri d'une guerre entre les États-Unis et la Chine. Bon, déjà, elle est économique, et aujourd'hui, elle est purement économique, mais on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'un conflit entre les États-Unis et la Chine militaire. Ouais, les États-Unis, ils vont partir en guerre de nouveau. C'est la guerre permanente. De toute façon, quand ils sont en crise, c'est la solution qu'ils ont. C'est la solution qu'ils ont et qu'ils ont toujours adoptée pour remonter la pente. Donc, c'est le vrai risque qu'on court aujourd'hui, c'est un conflit à cause de la perte de vitesse du dollar américain. Oui, parce que alors c'était une question de Kong Bietso, c'est pas Jean, excusez-moi. Mais alors justement, Kong Bietso a posé une autre question, mais que je trouve intéressante parce qu'elle va dans la suite de ce que vous venez de dire, mais je comprends pas forcément tout. Alors je commence à la lire, peut-être que vous m'aiderez à comprendre. L'UE et l'OTAN annoncent aujourd'hui un partenariat renouvelé. Alors VDL, je ne sais pas ce qu'on veut dire par VDL, affirme que les sanctions seront prises contre les pays... Von der Leyen. Von der Leyen, oui, on est vraiment dans l'intime là, parce que VDL, c'est pas évident tout de suite. Donc, Von der Leyen affirme que les sanctions seront prises contre les pays coopérant avec la Russie. En parallèle, les Américains mettent directement leurs restrictions vis-à-vis des Russes. Selon l'évolution du dollar, ne risque-t-on pas l'effondrement total si on commence à imposer des sanctions à la Chine et aux autres? Oui. La Chine avait déjà commencé à vendre son stock de dette américaine. Non, on va juste assister à une polarisation du monde en deux blocs. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il y avait la guerre froide, c'était États-Unis, Union soviétique. Bon, on essaie de faire un espèce de remake. C'est États-Unis contre Chine-Russie, quoi. Ça va être un peu ça, parce que la Chine et la Russie ont une bonne relation. Donc en fait, c'est toujours la même histoire. La Russie est le plus grand pays du monde géographique, enfin en termes de superficie. C'est ce qui a toujours un peu ils ont beaucoup de matières premières, c'est ce qui a toujours dérangé les États-Unis, ils ont toujours été en conflit à cause de ça. Maintenant, vous avez la Chine qui, depuis 30 ans, a explosé en termes financiers. Vous avez une classe moyenne émergente incroyable, ils ont un marché domestique intérieur qui est très fort. Ils n'ont même pas forcément besoin de vendre leurs produits à l'étranger, rien qu'avec ce qu'ils ont en interne, ils peuvent s'en sortir. Oui, vous allez avoir un monde polarisé entre le bloc États-Unis et peut-être, je dirais, l'Union européenne, parce qu'en gros, il y a les États-Unis ici, puis l'Alès et le chien ici, c'est l'Europe. Et de l'autre côté, vous avez le grizzly russe, plus, je dirais, le dragon chinois, plus les autres copains qui vont faire du business entre eux et puis qui vont répliquer à chaque fois qu'ils vont se faire attaquer. Donc là, on assiste à une polarisation du monde, ça c'est évident en fait. C'est évident, et donc forcément, dans un monde qui va être plus compliqué, il va falloir choisir son camp, il va falloir choisir aussi ses actifs et sa monnaie. Alors, parlons de la Corée du Sud. Est-ce qu'une question de Lord Jury, est-ce que la France peut s'inspirer de la politique industrielle et économique de la Corée du Sud qui, en 40 ou 50 ans, est passée d'un pays en ruine à la 10e économie du monde? Toujours pareil, il faut sortir de l'Union européenne, vous ne pourrez pas faire ce genre de changement structurel en restant dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on prend nos directives de Bruxelles, on ne peut pas décider de ce genre de choses. On peut pas. Donc oui, en fait, mais toutes les bonnes volontés du monde, toutes les belles choses qu'on voudrait mettre en place, on pourrait, mais pour les mettre en place, il faudrait en fait être 100% indépendant. Là, on peut pas. Donc, on peut s'inspirer sur les idées, mais de façon pratique, pour les faire, il faudrait sortir de l'UE. Donc voilà. Maëlys, est-ce que tu as une question? Alors, on a encore quelques questions de conseils d'investissement. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez? Alors, c'est 190 72 qui pose cette question. Qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune de 38 à 30 ans de faire avec son petit pécule quand il n'a ni l'âme d'un trader ni la confiance en sa banque de boomer? Alors, une très bonne question et très bien posée. Déjà, il faut sécuriser une partie du patrimoine sur le risque du taux de change, enfin même pas du taux de change, des devises en général. Si vous avez du patrimoine en euros, il faut déjà commencer à diversifier et puis pourquoi pas se tourner. Donc on n'aime pas, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui le dollar reste quand même la monnaie la plus forte au monde et c'est sur lesquelles les probabilités de rester, parce qu'il y a beaucoup d'actifs qui sont cotés en dollars dans le monde,
celle qui est quand même directrice de pas mal d'autres monnaies. Donc en fait, mettre une partie en dollars, c'est pas con. Vous avez aussi la solution aussi sur laquelle vous casserez pas la tête, c'est acheter de l'or. Pourquoi? Parce que l'or c'est convertible dans toutes les devises. Donc en fait, vous avez beau avoir une devise qui s'effondre, si vous avez de l'or, vous pouvez la vendre dans une autre devise, votre pouvoir d'achat il restera intact. Donc ça c'est la solution aussi de facilité. Et c'est la solution pour protéger son patrimoine. Après voilà, si vos objectifs sont différents, on pourra en discuter. Mais si c'est de la protection et protéger son argent, je sais pas, vous avez 100 000 euros de côté et, en euros, hein, et que vous avez peur de perdre ces 100 000 euros, bah, soit vous investissez ces 100 000 euros pour gagner plus que l'inflation européenne, donc il faut gagner plus de globalement 7-8%, voire 10%, et vous êtes bon, soit vous mettez tout en dollars et puis vous cassez pas trop la tête, soit vous achetez de l'or et puis vous cassez pas la tête. Et qu'est-ce que vous pensez des assurances vie aujourd'hui? Parce que le risque il est inhérent. Enfin, le risque il est énorme parce que les assurances vie, ça dépend. Vous avez les fonds euros, c'est un support, c'est un véhicule fiscal. Ça dépend de ce que vous mettez dedans, mais in fine, l'assurance vie c'est relié à la dette de l'État. Donc, si votre État fait faillite, vous êtes foutu. Donc, si l'Union européenne éclate et que les États se mettent en faillite pour repartir sur un nouveau système, vous êtes foutu. Donc le risque, après, une fois qu'on le connaît, il n'y a pas de souci, mais c'est ça, vous prenez un risque sur l'État, vous prenez un risque sur la devise, vous prenez un risque sur la contrepartie chez qui vous mettez l'argent aussi. Vous mettez de l'argent chez un intermédiaire, chez une banque, peut faire faillite aussi pendant les crises, vous savez, on a beau les prévoir très longtemps à l'avance, elles arrivent de façon soudaine et on n'a pas le temps de réagir parce que tout se passe très vite. C'est comme un accident de voiture, ça se passe très vite et on n'a plus que les yeux pour pleurer à la fin. Donc l'assurance, il faut la prendre en amont, c'est-à-dire qu'il faut préparer. Alors c'est chiant parce que vous avez beau vous préparer aujourd'hui, si ça se passe dans 20 ans, dans 30 ans, vous vous dites ça s'est passé 30 ans plus tard, je me suis peut-être pris un peu tôt. Si ça se passe dans 2 semaines, vous êtes content. Donc à vous de manager votre risque. Si vous êtes confiant sur la zone euro, faites votre assurance vie, il n'y a pas de souci, mais pour moi c'est prendre un très gros risque. Défavorable. Après bien sûr, l'assurance vie, c'est aussi un véhicule fiscal pour tout ce qui est transmission de patrimoine. Donc, vous pouvez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aussi pour ça, parce que pour transmettre du patrimoine aujourd'hui en France, il y a plein de façons de le faire. Les donations en direct, vous pouvez faire de l'assurance vie. C'est aussi pour ça que, à mon avis, la question est posée. Bon, si c'est dans une optique comme ça, pourquoi pas. Après. Voilà. 3 mots pour qualifier votre lettre économique avec Olivier Delamarche. Sans langue de bois. Bon, ça fait 4. C'est une lettre économique où globalement on met les points sur les i, les barres sur les t. On fait notre analyse macro et puis derrière, c'est Olivier qui la rédige tout avec sa finesse d'ours qu'on peut lui connaître. Et dans laquelle il distribue des claques bien méritées et dans laquelle surtout il distribue des stratégies macro, cette fois-ci long terme, applicables pour toute personne en fait qui souhaite un minimum se protéger et protéger son patrimoine. Et des projets pour 2023 de votre côté? Ouais, beaucoup de projets. Nous, écoutez, la chaîne a bien grossi en 2022. On espère passer le cap des 100 000 abonnés cette année. On espère continuer à grossir. On espère continuer à faire des dîners avec la communauté partout en France, rencontrer les gens, et puis on va aussi augmenter le rythme de publication des vidéos, on va faire plus d'analyses de marché, on a beaucoup de boulot de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un sujet dont vous souhaiteriez parler pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de l'émission? Vous avez un peu carte blanche. Écoutez, j'ai pas spécialement, je pense qu'on a couvert tous les sujets les plus importants. Moi, je pense surtout que le thème le plus important pour 2023, ça va être de se poser les bonnes questions sur son patrimoine, parce que si l'inflation reste à un niveau aussi élevé, parce que l'inflation aujourd'hui elle est élevée, mais elle n'a pas besoin de monter à 20% sur l'année pour perdre de l'argent. Si elle reste chaque année entre 5 et 10% sur une période de temps assez longue, ça suffira à faire fondre vos économies et votre patrimoine. Donc la vraie question à vous poser pour 2023, c'est du coup, regardez ce que vous avez en termes de patrimoine, analysez ce que vous avez en euros, essayez peut-être, si ça fait sens dans votre tête, de couvrir ce risque-là. C'est le meilleur, entre guillemets, tips que je peux donner. Après, chacun verra midi à sa porte et le fera ou le fera pas. Et chacun fait ce qu'il veut et chacun est libre. Mais pour moi, 2023, c'est une année cruciale. Il va se passer, à mon avis, beaucoup de choses.
On a une crise énergétique qui est loin d'être réglée. Et si von der Leyen a effectivement annoncé persévérer dans son délire de sanctions un peu maso pour nous, ça voudrait donc dire que l'hiver 2023 peut faire mal, hein, peut coûter très cher déjà en termes d'énergie et de facture pour nous. Il faut se préparer dès maintenant. Donc diversifier son risque sur son patrimoine au niveau de ses devises et peut-être aussi commencer à investir son argent parce qu'avec la retraite à 64 ans, il n'est pas dit que quand vous arrivez à la retraite, si vous avez 30 ans, ça sera trop retraite à 70 ou 75 ans. Donc du coup, en vrai, il n'y aura pas de retraite. Donc préparer, commencer à investir dès maintenant pour se créer aussi des revenus complémentaires pour pas arriver à 50, 60 ans sans rien. Investir, ça veut dire là-dessus. Investir, il y a pas mal de façons de le faire, hein. Tout dépend de la stratégie. Si c'est une stratégie rente, il y a toujours les stratégies immobilières. Alors, le marché immobilier, cette année, va... Ah oui, mais tiens, le marché immobilier va pas mal morfler cette année. Le marché immobilier va beaucoup morfler parce que vous avez toutes les normes liées au DPE, hein, vous savez, les diagnostics de performance énergétique qui vont changer. Et vous avez beaucoup de propriétaires, effectivement, qui voudront pas faire les travaux pour améliorer la note de leur logement. Et si votre logement il est mal noté, vous pouvez pas le louer. De ce côté-là, il y aura sûrement des bonnes affaires à faire. Pour ceux qui ont les moyens, partir sur un fonds et faire de la gestion privée. Donc vous donnez votre argent à un gestionnaire qualifié et il s'occupe de faire travailler l'argent pour vous pour couvrir l'inflation et vous générer du rendement. Vous avez cette solution-là aussi. Vous avez en fait quand je dis investissement, ça va dépendre de votre objectif et de votre âge et de votre patrimoine actuel. Vous n'aurez jamais la même stratégie pour tout le monde. Prenez quelqu'un qui est très jeune, qui veut préparer sa retraite et qui a 40 ans, il va prendre une stratégie qui lui donnera plus de temps, entre guillemets, et il pourra partir sur des stratégies moins agressives que quelqu'un qui a 50 ans, qui veut partir à la retraite à 65 ans et qui veut créer des revenus complémentaires, auquel cas il devra être beaucoup plus agressif, faire croître son patrimoine. Alors, il aura peut-être besoin de plus de cash pour mettre en place sa stratégie. Donc voilà, le bon conseil, c'est d'investir. Après, c'est vraiment du cas par cas. Après, nous, on a aussi des formations sur l'investissement. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Voilà. Merci. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de passer chez vous. Je pense qu'on se reverra bientôt. C'est la deuxième fois ou la troisième fois que vous... C'est la deuxième fois. La première fois, c'était l'année dernière. Du coup, là, c'est la deuxième. D'accord. Donc, je pense que ce n'est pas la dernière. J'espère. On va rester en contact régulier pour analyser l'année 2023. Maëlys, est-ce que tu as encore une question ou est-ce qu'on... Merci pour ces explications claires. On va juste en profiter pour remercier les donateurs, donc certains qui sont récurrents, donc Ogma57, Vincenzo 222, Telt 41 et Le Kraken. Merci à vous pour vos dons. Merci Sylvain, merci Flavie. Merci Maëlys. Merci à vous, merci à tous. N'hésitez surtout pas à visiter régulièrement tous nos réseaux sociaux et notre site cerclearistode. Vous trouverez, je ne sais plus, c'est .fr, je pense. Pardon. Merci beaucoup, Sylvain, et à très bientôt. Merci à vous. Et merci à tous les téléspectateurs. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.